Service public. Dans aucun autre pays, l'alliance de ces deux mots n'a été aussi fertile. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes voués corps et âme au service de tous les autres. Une gigantesque armée pacifique pour assurer le développement économique de la nation et le bien-être de tout un peuple. Chaque Français bénéficie, grâce au service public, du droit au transport, à la communication, à la santé, à l'énergie, à l'éducation, à l'exercice de la citoyenneté. La primauté de l'intérêt général sur les calculs égoïstes du profit particulier, la sauvagerie de la loi du plus fort, supplantée par la culture du partage humaniste, cela semble aller de soi comme un acquis définitif pour ceux qui en ont hérité. Des combats incertains nécessaires à chacune de ces conquêtes, la mémoire pourrait bien se perdre. Et certains ne seraient pas mécontents de tirer sur eux définitivement, sous prétexte de modernité, un rideau d'amnésie. Ouvriers et paysans, ingénieurs et artistes, tous ont contribué à cette création collective. Cette France plus solidaire, ce sont d'abord les résistants qui en ont rêvé ensemble lorsque tout espoir semblait perdu dans la longue nuit de l'occupation. Les combattants de la lutte armée, mais aussi les intellectuels qui menèrent à leur côté la guerre des mots et des idées. Après la drôle de guerre, c'est le désastre, la capitulation, c'est la débâcle. La France est coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée, au sud, la prétendue zone libre. Tandis qu'au nord, les nazis règnent sans partage, à Vichy, le maréchal Pétain dirige une parodie de gouvernement servilement dévoué à l'occupant. Moment de vérité où chacun, individu ou organisation, devra choisir son camp. Celui du fascisme et de la collaboration, ou celui de la République et de la résistance. Le courage ou la prudence, l'engagement ou la lâcheté. Immédiatement sont promulguées les lois antisémites, la charte du travail qui renforce le pouvoir patronal et annule les libertés syndicales, est imposée aux travailleurs. Le Front populaire est rendu responsable de la défaite. Ce sont désormais les voyous de l'extrême droite qui tiennent le haut du pavé. Voici le temps de la Révolution nationale, des collabos et des traîtres. Voici le temps des assassins et de leurs complices. Dans le fracas de la déroute et de l'occupation, quelques voix isolées s'élèvent pour appeler à la résistance. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Mais la grande majorité des Français, assommés par la défaite, se réfugient dans l'attentisme. Pourtant, dès les premiers jours, d'autres déjà risquent leur vie pour sauver l'honneur. La France, elle était abasourdie, globalement. C'était une pagaille monstre avec des réfugiés provenant de ce qu'on avait appelé la débâcle, des soldats déserteurs qui cherchaient à regagner leur famille et de régulariser leur situation, des femmes dont le mari avait été prisonnier de guerre qui étaient plus ou moins réfugiés dans leur famille. C'était une course au ravitaillement parce que déjà la pénurie s'installait.
C'était un peu le règne du chacun pour soi et de la débrouillardise pour faire face à une pagaille monstre. C'était vraiment le repli sur soi-même pour se débrouiller. Et je voulais dire que le problème du ravitaillement a eu une importance extraordinaire, c'est que ça a été la première cause de mécontentement, ça a été à l'origine de la constitution de comités de ménagères pour réclamer de meilleures distributions des denrées rationnées, ce qui n'était pas vu d'un bon œil parce que c'est déjà une forme de protestation contre l'autorité du gouvernement de Vichy. Chez la masse des gens, c'était ça, essayer de manger parce que sortir de cette situation de famine. Et en même temps, il est évident que chez les dirigeants des mouvements clandestins, les anciens syndicalistes, etc., si on mettait en avant de telles revendications, c'était évidemment dans le but de commencer à organiser la résistance et la contestation du gouvernement de Vichy. Parce que résister au départ, la première forme de résistance, c'est d'abord d'essayer d'exprimer son désaccord. Alors, les premières actions de résistance ont été justement très dispersées, d'origine diverse, mais ça a été la rédaction d'appels pour essayer de montrer que tout n'était pas définitif, l'appel du général de Gaulle, l'appel d'intellectuels dans la région parisienne. Ici, dans l'Ardèche, il y a des jeunes lycéens qui collaient des papillons, comme dans la région de Valence, là, dont un est exposé au musée, que nous avons pu récupérer dans un vieux panier à linge. Exprimer son désaccord, c'est la première forme de résister. Il n'était d'ailleurs pas facile d'entrer en résistance parce que nous étions sous un régime totalitaire et policier. Par exemple, je parlais pour imprimer des papillons ou rédiger des petits tracts clandestins. Eh bien, très rapidement, toutes les librairies avaient été sommées de prendre les noms et adresses de leurs clients qui venaient demander du papier Ronéo. En plus de ça, il y a le vieux procédé de toutes les polices, c'est d'essayer d'infiltrer les mouvements par des policiers. Et là aussi, ça s'est produit. Donc il y a eu beaucoup d'arrestations au début, simplement dans l'action de résistance qui consistait à imprimer et à distribuer des tracts clandestins. La naissance des journaux clandestins, plus encore que par leur contenu, est remarquable parce que ça a été un moyen concret d'organisation des mouvements de résistance. Parce qu'il faut d'abord concevoir le moyen d'imprimer des tracts et des journaux clandestinement. Il faut constituer des imprimeries clandestines camouflées, trouver des machines à écrire, des Ronéo, ou même des petites machines à imprimer, ou faire appel à des imprimeurs clandestins. C'est déjà une première phase d'organisation, parce qu'il ne faut pas se faire repérer par les voisins, etc. Tout ça doit se faire clandestinement. Deuxièmement, des tracts ou des journaux, il faut les distribuer. Donc, il fallait mettre en place tout un réseau de distribution avec un système d'agents de liaison, de boîtes à lettres, avec des mots d'ordre pour qu'on ne se fasse pas piéger pour les gens qui venaient apporter des colis clandestinement, etc. Ça a été un moyen concret d'organisation. Les grands mouvements de libération gaullistes comme Combat, Libération Franc-Tireur, se sont constitués pratiquement à partir de l'édition de leurs journaux qui portent le même nom. Ensuite, contester à la propagande de Vichy hitlérienne, donner des perspectives d'avenir, montrer qu'il était possible, que d'autres voies étaient possibles et que même la victoire était possible pour se débarrasser de l'hitlérisme, c'était une chose pour lesquelles on risquait sa vie. Parallèlement à la résistance armée, apparaît très vite une autre forme de révolte, celle des intellectuels qui osent affronter, au péril de leur vie, la propagande de Vichy. Ils offrent au combat commun d'autres armes tout aussi redoutables, celles de l'intelligence et du talent, celles de la poésie. Par leur engagement, ils vont réveiller les consciences, contribuer à la résurrection du pays. Comme disait le poète Maïakovski, ils donnent aux mots la force du tocsin.
À côté de la résistance armée que l'on connaît bien, il y avait d'autres formes de résistance. La résistance dite passive, qui était l'aide notamment des paysans aux agriculteurs. Les maquis n'auraient pas pu vivre sans eux. La résistance dans les administrations, mais aussi la résistance dite intellectuelle, qui était l'apport de ceux qui avaient déjà, souvent avant la guerre, un engagement politique et qui ont apporté leur appui par leurs écrits, par leurs poèmes, par la publication de revues, d'ouvrages. Ce sont les écrivains, les journalistes, les médecins, les juristes, les enseignants, tous ceux qui ne travaillaient pas avec leurs mains mais avec leur esprit plutôt. La résistance intellectuelle a pris des formes très diverses. C'était la participation à des réunions clandestines pour organiser les réseaux, par exemple. Ça a été l'écriture, continuer leur travail d'écrivain, parce que l'écriture, les textes qui étaient diffusés par les revues ont contribué à entretenir dans le pays ou à développer dans le pays cet esprit de résistance. La résistance armée et la résistance intellectuelle se soutiennent elles-mêmes. Je crois qu'on ne peut pas les dissocier. Et d'ailleurs, c'est De Gaulle qui a dit, le 31 juillet 1943 à Alger, la résistance, c'est-à-dire l'espérance nationale, s'appuie sur deux pôles, le tronçon de l'épée et la pensée française. Parmi tous ces intellectuels, l'un d'eux, Louis Aragon, fort de son prestige, entraîne dans la résistance de nombreux artistes, mais aussi des médecins, des ingénieurs, des magistrats, des journalistes, des juristes, des enseignants. Il s'installe d'abord à Dieulefit avec sa compagne Elsa Triolet, puis à Saint-Donat dans la Drôme, où il est en liaison constante avec les maquisards. Certains intellectuels et certains écrivains ont joué un rôle très important pour précisément redonner une conscience à la nation, à tous les individus composant la nation, qui sont complètement écrasés par le désastre auquel ils ne s'attendent absolument pas. On leur avait bourré le crâne en leur disant que la France, etc., et tout d'un coup, en 6 semaines, la France s'est effondrée. Donc, il faut absolument essayer de réveiller les consciences et aussi de commencer à mobiliser. On a l'exemple d'Aragon qui, dans son unité militaire, avant d'être démobilisé le 31 juillet 1940, a déjà fait la liste des gens qui sont prêts à reprendre le combat, y compris le combat militaire. Bon, mais naturellement, la poésie qu'Aragon choisit comme principal mode d'expression dans cette première période de la résistance, il l'a choisi parce que, précisément, difficile à censurer. Après la poésie, et avec la poésie, il y a par exemple l'écrit anonyme, qui n'est pas signé. Par ailleurs, on a beaucoup d'exemples de tracts qui sont anonymes, mais dont on sait par certaines sources qui sont absolument sûres qu'ils sont de la plume d'Aragon. Par ailleurs, ils utilisent aussi non seulement la poésie, mais aussi la nouvelle, c'est-à-dire un récit court de fiction, mais qui permet d'avoir un retentissement dans la population et qui, lui aussi, comme le poème, est plus facile à diffuser dans la mesure où un poème, c'est une page, et donc c'est facile à camoufler, c'est plus facile à imprimer, et à imprimer en un grand nombre d'exemplaires. Et donc tout cela permet d'éveiller les consciences. Les nouvelles sont souvent des nouvelles qui permettent de ridiculiser l'envahisseur, ou d'exalter le travail des prisonniers, ou non seulement de se moquer de l'envahisseur, mais aussi de fustiger sa barbarie. C'est difficile de mesurer exactement le rôle joué par les textes d'Aragon. On peut en avoir une idée, mais on ne peut pas, bien entendu, étant donné, surtout 60 ou 70 ans après, on ne peut pas mesurer ça de façon très précise et claire. On a quand même des anecdotes qui permettent d'avoir une idée. Et je me rappelle à Angoulême avoir rencontré un vieux monsieur. Et dans cette expo, il y a le texte intitulé « Les lilas et les roses », qui est un très beau poème
sur la prise de Paris, enfin, etc., en 40, hein, à la mi-juin 40. Eh bien, ce monsieur m'a dit ceci. Il m'a dit, vous voyez ce poème? Eh bien, moi, j'étais en philo, j'étais en classe de philo en octobre 1940. Et la première chose que notre prof nous a fait faire, il ne nous a même pas demandé nos fiches d'identité ni quoi que ce soit, il a écrit ce texte au tableau. Et il nous a dit, recopiez ce texte, mes enfants, vous voyez que tout n'est pas perdu. Je ne peux jamais évoquer cette anecdote, disons, sans être très ému, parce que je crois qu'on a là la preuve, dès octobre 40, du rôle joué par la poésie d'Aragon, qui était une poésie d'une force inimaginable, et où on a, dans cette poésie, on a une chronique, en quelque sorte, de toute l'occupation, de toute cette période-là, et une chronique qui n'est pas une chronique de description, qui est une chronique de mobilisation. Et tout ça, précisément, tous ces écrits de résistance étaient une bouffée d'espérance et une bouffée d'appel à l'action pour la résistance. S'unir, s'armer, se battre, ici comme là-bas. Chaque pierre de France est prête à ce combat. Chaque souffle de France est acquis à la lutte. Chaque poing, chaque bras. S'unir, s'armer, se battre. Obstinément répète la profonde forêt que gagne ma chanson. S'unir, s'armer, se battre est ma seule leçon. Ma seule poésie, à moi, qui sert poète, la France, à ma façon. Dans la diversité des combattants de l'ombre se dessinent peu à peu les contours de cette France nouvelle dont ils espèrent tous la naissance prochaine. Une France plus juste, plus généreuse, et non le retour pur et simple au passé. Dès le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance avait lancé un programme visant à libérer l'économie de la domination des grands groupes privés et à donner la priorité à l'intérêt général. Les intellectuels résistants ont pris une part primordiale à l'élaboration de ce projet de société qui prévoit d'importantes nationalisations et qui s'appuie sur le rôle primordial de l'État. Mais c'est une France profondément meurtrie qui se libère enfin. Compte tenu de l'ampleur dramatique des destructions, le CNR va user de son prestige incontesté pour lancer dans l'urgence la reconstruction du pays et le redémarrage de la machine industrielle, tandis que les grands patrons, souvent compromis dans la collaboration, font profil bas. Une véritable mobilisation générale. Un vaste chantier fraternel dans l'enthousiasme de l'été 44. Dès la fin de l'année 43, on constate que le CNR commence à travailler sur la future reconstruction du pays. Et évidemment, le mouvement s'accélère à partir du début de l'année 44. Et en mars 44, les deux objectifs principaux, les deux grandes orientations sur lesquelles se mettent globalement d'accord les membres du CNR, c'est la nécessaire reconstruction économique du pays, les moyens de cette reconstruction au travers d'une intervention plus importante de l'État. Et l'autre aspect, c'est comment promouvoir et reconstruire une forme de démocratie sociale en France. Le CNR s'inscrit dans deux traditions qui sont d'une part une tradition politique française qui est celle des programmes, des rassemblements politiques qu'on retrouve depuis la Révolution en passant par le milieu du XIXe siècle, où on a aussi déjà des exemples de ce type de programmes communs en quelque sorte. Et le deuxième grand référent du CNR, c'est aussi, je dirais, l'histoire du mouvement ouvrier français lui-même, l'histoire du mouvement syndical, qui déjà depuis un certain nombre de décennies se penche notamment sur, bien sûr, les questions de démocratie sociale, mais aussi sur le progrès économique et sur le rôle de l'État dans ce progrès économique. Donc le CNR s'appuie très largement sur ces deux traditions.
Un des fils conducteurs de ces mesures correspondait au souci, en fait, d'élaborer un contre-pouvoir à l'argent roi qui avait été la cause de la misère dans les années 30 et de la crise économique. Et parmi les mesures envisagées par le Conseil national de la résistance figuraient justement des mesures de contre-pouvoir à l'argent roi, telles que le retour à la nation des grands moyens de production, la nationalisation des banques et des industries clés. Donc l'idée est de contrôler des secteurs qui sont jugés des secteurs clés entraînant l'ensemble de l'économie. Et désormais, on considère que cet entraînement de l'économie française doit être donné non plus par les entreprises privées, mais par l'État, parce qu'au fond, c'est l'État qui est le plus soucieux, pense-t-on, du bien commun. Le CNR réfléchit de plus en plus à la question des nationalisations à partir de la fin de l'été, de l'automne 1944, où il crée une commission destinée à réfléchir aux nationalisations et à faire des propositions. Et à l'intérieur de ce grand ensemble, de cette grande commission, sont créées des espèces de sous-commissions qui elles-mêmes doivent s'emparer des différents domaines qui sont censés être nationalisés. Parmi ces domaines censés être nationalisés, il y a évidemment l'énergie. Donc le CNR met au point un projet avec notamment une personnalité centrale dans les discussions autour des nationalisations générales et notamment celle du secteur énergétique, qui est Pierre Lebrun, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui dirige la commission. Et donc on établit un projet qui aboutit à l'idée que l'ensemble du secteur doit être nationalisé, parce que sur les questions de l'électricité et du gaz en particulier, des débats portaient sur le contenu de la nationalisation, c'est-à-dire est-ce que cette nationalisation doit contenir à la fois la production, le transport, la distribution. C'est là-dessus que les débats se formalisent et le CNR aboutit à l'idée qu'il faut, avec le soutien bien sûr des protagonistes syndicaux du secteur, qu'il faut nationaliser l'ensemble de ces trois domaines. Pour résumer les principes que la France entend mettre désormais à la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour les profits de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. En avril 1946 est adopté un projet de loi instaurant la nationalisation et le monopole d'État de l'électricité et du gaz et préfigurant la création d'EDF et de GDF. Les grands chantiers de barrages sont aussitôt lancés. Sous l'autorité de Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, EDF et GDF apparaissent très vite comme une grande réussite industrielle, en même temps qu'un exemple de service public d'intérêt général contraire à la logique du profit capitaliste. Ce sera aussi un modèle social grâce à la création d'un comité d'entreprise d'un type nouveau et à l'échelle de tout un pays qui deviendra plus tard la CCAS, Caisse centrale d'activité sociale. Elle est assez emblématique, cette nationalisation du gaz et de l'électricité. D'abord parce que c'est une nationalisation complète. Ça, c'est un premier élément qui me paraît important. Et c'est une nationalisation aussi qui s'accompagne d'un progrès social qui est certainement de toutes les nationalisations le plus performant. Donc la nationalisation du secteur de l'énergie est sans doute celle dont on peut considérer qu'elle est la plus réussie de toutes, à la fois parce qu'elle prouve très vite son efficacité économique et également son efficacité sociale, notamment au travers du statut qu'obtiennent les salariés du secteur. Le statut des personnels de l'électricité et du gaz a plusieurs dimensions, à mon sens, fondamentales. D'abord, c'est pour la première fois un statut unique pour l'ensemble des salariés de ce secteur. Or, une des particularités de l'énergie, et en part donc du gaz et de l'électricité, c'était la multiplicité des statuts, plusieurs centaines de statuts qui existaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait un salariat qui était très fragmenté, pour lequel il était parfois difficile de construire des solidarités. Donc avec ce statut, on construit un salariat unifié, homogène, capable de défendre
défendre ses droits, de travailler aussi pour une entreprise commune, hein, ça c'est quelque chose d'important. Et je crois justement que c'est en partie lié à cette histoire qui fait qu'au lendemain de la guerre, ces salariés du secteur de l'énergie se sentent co-responsables de la reconstruction du pays et de la réussite de leur entreprise. Et au fond, c'est quelque chose qui ensuite, dans les décennies suivantes, jusqu'à aujourd'hui, se trouve très largement ancré dans leurs esprits. Donc c'est vrai qu'on peut considérer que cette entreprise, c'est au fond d'abord la leur. À la nationalisation, il y a eu une période assez enthousiasmante parce qu'il y avait des idées de reconstruction rapide. Il y avait le souhait de mettre le plus rapidement possible à disposition de la France les moyens énergétiques qui manquaient. Il y avait un objectif urgent, immédiat, et auquel tout le monde participait. Depuis, je dirais, les directions générales jusqu'à la base complète. Le problème était d'aller vite pour satisfaire la demande qui était énorme. Le programme hydraulique, c'est certain que c'était d'abord un programme technique. Bien sûr, il y avait des impératifs économiques, hein, il fallait bien payer les chutes qu'on fabriquait, mais je dirais que le premier objectif, c'était l'objectif technique, fournir l'énergie à la nation. Le service public devait donner à tous les Français la possibilité d'accès à l'énergie, bien entendu. Mais il faut dire qu'en ce qui nous concerne, on n'avait pas des idées aussi, on faisait notre travail par plaisir. On était heureux de le faire et on savait que de toute façon, c'était utile à tout le monde et en plus, on était heureux de le faire. Il y a une chose qui est aussi qui est évidente, c'est qu'il faut se battre pour le service public dès le début. Dès les années 50, on se bat véritablement pour défendre le service public. On peut dire que la mise en place des services publics a été un élément qui a incontestablement permis une forme de progrès économique et de progrès social. On parle beaucoup de la 4e République dans l'histoire de France comme un échec. Alors, la 4e République, c'est incontestablement un échec politique, certainement. Mais en tous les cas, c'est une véritable réussite économique. La 4e République, elle met en œuvre la planification qui fonctionne dans un premier temps. Elle met en œuvre ce secteur public qui s'avère très performant. Elle met aussi en œuvre, on l'a oublié, mais les secteurs publics aussi s'inscrivent au fond dans cette stratégie. Elle met en œuvre également la construction européenne. Donc il y a toute une série d'éléments structurels qui, sur le plan économique, sont développés, sont mis en place par cette 4e République et qui ensuite vont, durant la pleine période des 30 Glorieuses, permettre à la France d'avoir un niveau de croissance extrêmement élevé. Quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, je me suis dit qu'il fallait quand même que je travaille dans une entreprise publique parce que je n'avais pas envie d'être entré dans une industrie qui était soumise à la loi du marché des profits. Et je insiste sur le mot industriel. Je cherchais une entreprise du milieu industriel parce que comme j'étais ingénieur, je voulais travailler dans l'industrie. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers EDF qui avait à mes yeux ces qualités-là. C'était une entreprise qui offrait beaucoup de possibilités de travailler dans des bonnes conditions. On n'était pas soumis à la pression fondamentale, je dirais, qu'on reconnaît dans certaines entreprises privées. Et puis surtout, on était très orienté vers des techniques nouvelles. Et moi, le nucléaire m'intéressait depuis toujours et c'est pour ça que je me suis orienté vers l'industrie nucléaire. Et ce que j'appréciais beaucoup aussi, c'est que, en tant que moi, jeune ingénieur, on travaillait tout à fait sans barrière avec le personnel technique, qu'il soit des techniciens ou des ouvriers. Il y avait on sentait qu'il y avait dans cette entreprise un respect mutuel à tous les échelons et que tout le monde avait le souci de participer à l'objectif commun. Et ça abolissait des barrières hiérarchiques. On était très motivés par le fait que ce qu'on faisait, c'était vraiment essayer d'apporter de l'énergie bon marché, de l'énergie électrique bon marché dans les meilleures conditions. Et on commençait déjà à parler un petit peu d'ailleurs d'indépendance nationale, qui était un des facteurs importants de la motivation de la plupart des gens. On était là dans l'esprit de l'entreprise nationalisée telle qu'elle avait été créée à l'époque. Dans les années 60 à 70,
Nous étions investis dans la réalisation d'un projet industriel qui, en ce qui me concerne, était la réalisation des centrales nucléaires de Chinon et de Saint-Laurent. Et l'objectif essentiel était de réaliser ce projet industriel et on ne nous rabattait pas les oreilles tous les jours avec la nécessité de faire de la rentabilité ou du profit. Lorsqu'on est arrivé vers les années 80-90, les choses ont commencé sérieusement à changer. C'est, vous savez, le moment où on a commencé à plus parler des usagers mais des clients. Et petit à petit, même dans notre activité plus technique, il nous a fallu prendre en compte, on nous a demandé de prendre de plus en plus en compte les aspects économiques des choses. Et l'intérêt général est passé quelquefois un petit peu au deuxième plan. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile de vivre par rapport à mes convictions de citoyen. Quand je suis arrivé dans le nucléaire, on avait des directions qui étaient aussi motivées, qui avaient aussi cette notion de service public qui leur collait au basque. Et ils étaient prêts à tout pour pouvoir faire avancer les situations, soit les situations sociales, soit les situations techniques. Les enjeux technologiques étaient énormes puisque je quittais une production hydraulique sur le Rhône où on avait 6 groupes de 30 MW. Et on arrivait sur une centrale où il y avait 4 tranches de 900 MW. Donc c'était une centrale à elle seule représentait un pourcentage énorme sur la production d'électricité. Et l'enjeu, c'était de la faire tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et derrière ça, il y a quand même une maintenance obligatoire qui était annuelle. Et les enjeux, c'était de faire en sorte que ce soit que des agents statutaires, par rapport à leurs compétences, par rapport à leur tranquillité d'esprit, je dirais, soient capables de faire la maintenance dans des délais très très courts. Alors, les enjeux au niveau sécurité, pour les travailleurs, mais pour l'installation aussi, c'est qu'on n'a pas le droit sur une machine comme ça d'avoir une panne. Alors, enjeu économique, parce que si ça s'arrête, ça coûte une fortune tous les jours. Et puis il y avait l'enjeu environnemental avec 2 casquettes. Il y avait l'environnement que le citoyen qui allume sa télévision, elle fonctionne, parce qu'il ne fallait pas être en panne. Mais il y avait aussi l'enjeu, une panne, une casse sur une machine normale, bon c'est une casse, ça ne va pas très loin. Nous on avait tout le problème radiologique avec toute l'histoire de la bombe atomique et le mélange du nucléaire civil, du nucléaire militaire. Donc dans les têtes des gens, il fallait être sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit que moins d'agents formés qui travaillent tranquillement dans leur tête, parce qu'aujourd'hui un agent EDF qui fait une bêtise, il le dit tranquillement, et puis voilà, on répare. Je ne suis pas sûr qu'un agent d'entreprise extérieure, comme on dit chez nous, qui a des pressions énormes sur son emploi, sur son renouvellement de contrat, il va étouffer l'affaire, il ne va rien dire, peut-être à contre-cœur, mais il ne dira rien. Et si on multiplie ça par le nombre de personnes, il faut savoir qu'on a plus de 1000 personnes qui arrivent à travailler 2, 3, 4, 5 jours, 8 jours sur le site. Multiplié par tout ça, ça va s'accumuler, ça va se diluer dans un tas de documents, on ne retrouvera pas la trace, et quelque part, le jour qu'il y aura un ennui, on ne sera pas capable d'y réagir rapidement, et on ira à l'accident qui sera... Côté économique, ce sera important, mais ce sera côté environnemental que ça peut poser des problèmes. Un véritable crève-cœur pour ces hommes et ces femmes, pour qui l'intérêt collectif est la motivation principale. En face d'eux, leurs ennemis de toujours, les partisans obsessionnels du marché tout-puissant. La volonté de privatiser les sources d'énergie, c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, a toujours existé. D'abord, il faut aussi rappeler qu'au moment de la nationalisation, il y a toute une frange, non pas de l'opinion, mais du patronat en particulier, et même une partie du monde des responsables politiques qui ne sont pas particulièrement favorables à la nationalisation et qui le resteront par la suite. Il est évident qu'avec la vague thatchérienne, libérale ou néolibérale qui a déferlé sur les États-Unis et l'Europe dans les années 80, ces questions-là ont largement été relancées, avec un discours qui portait l'idée selon laquelle la privatisation, en général, était porteuse d'efficacité économique, de développement économique. Donc le discours dominant à ce moment-là dans la frange de la droite néolibérale qui s'exprime au milieu des années 80 est de dire on privatise ou on va privatiser parce que c'est plus efficace. Et puis on a assisté progressivement, et surtout depuis les 4 ou 5 dernières années, à un discours qui désormais
ne parle presque plus au fond de l'efficacité économique, mais qui met en avant une démarche qui est avant tout, voire purement idéologique, avec l'idée selon laquelle le bon sens et le cours des choses veut qu'aujourd'hui ce soit le marché qui, dans tous les domaines, contrôle tout et règle tout, et par conséquent, peu importe au fond l'efficacité économique ou pas, il faut privatiser. Je crois qu'aujourd'hui EDF, GDF sont très largement victimes de ce point de vue idéologique. Cette vague de privatisation qui ronge peu à peu l'ensemble des services publics détériore irrémédiablement les rapports sociaux dans les entreprises. Elle compromet aussi les liens de confiance tissés patiemment avec ses usagers que l'on doit désormais traiter comme des clients. On est en train petit à petit de détruire cette notion de service public parce qu'on supprime de plus en plus d'emplois. Maintenant, c'est plus économie, rentabilité, on a vendu les bâtiments, on supprime des emplois et quelque part on perd la technicité, on perd tout ce qui était à EDF. On a tendance à vouloir alimenter différemment les zones urbaines par rapport aux zones rurales. On fait deux mondes différents, quoi. Finalement, ce qui compte, c'est les gros axes, les gens qui sont en ville ou les entreprises. Et on laisse un peu de côté le paysan qui est au fin fond de l'Ardèche ou de la Drôme. On a l'impression de vivre dans un monde complètement différent de notre hiérarchie, voilà, tout simplement. On a l'impression que tous nos cadres à l'EDF ils n'ont pas du tout la même entité que nous. On a l'impression de ne pas être dans la même entreprise du tout. Nous, on a envie de servir les clients avant tout. Et on a l'impression on peut plus le faire correctement. On peut plus le faire correctement, tout simplement parce que, bon, comme je leur disais l'autre jour, il y a à peu près tous les 2-3 ans, on change de direction, et que ce soit dans tous les domaines. Hein. On change de chef de secteur, on change. Et bon, ils font des réformes pendant ces 3 ans. Un autre arrive après et va dire non, c'est pas bon, c'est pas comme ça que je veux que ça soit fait, ça sera autrement. Et nous, on est obligés de suivre. Et donc, c'est quasiment invivable. C'est pas gérable pour nous. Dans le quotidien, dans les conditions de travail, on a de moins en moins de formation déjà. Donc avant, il y avait des stages de remise à niveau, donc on en a de moins en moins. Et là où on se sent de moins en moins à l'aise, c'est que bon, le réseau évolue énormément. Pour ne pas citer les consignations, on en fait très souvent. Donc la plupart du temps, sur les consignations, on a l'impression que les entreprises sont plus au courant que nous du boulot qu'il y a à faire. Donc quand on coupe, admettons, une ligne 20 000 volts, et qu'il y a 5-6 personnes qui travaillent dessus et qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font, on est très mal à l'aise, très mal à l'aise. Et j'ai l'impression que le réseau change, le monde évolue, et nous de ce côté-là, on n'évolue pas vraiment. C'est un mal-vivre qui est général, effectivement il y a un mal-vivre général, et parce qu'on a une incertitude actuellement de où va l'entreprise. Aujourd'hui, le personnel ne se sent pas motivé comme il y a quelques années en arrière. On a l'impression que tout va s'arrêter, quoi. Alors qu'on est là pour effectivement se battre tous les jours, pour qu'on puisse mettre une énergie à la portée de tout le monde. Les conséquences, bien sûr, de la casse du service public, inévitablement, il y en a sur la santé des salariés et ça se répercute sur leurs conditions de travail. On s'en aperçoit au travers d'une démotivation, par une hausse des arrêts de travail, des agents qui sont un petit peu en perte de repères, qui se mettent en retrait, dans le déni, qui s'arrêtent pour des raisons de mal de dos, de stress, de dépression, qui derrière manifestent au travers de l'agressivité dans un collectif. Et tout ça ne peuvent pas l'extérioriser puisque pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas le choix que de faire ce qu'on leur dit de faire. Je vois couramment des gens qui ont perdu complètement foi en leur entreprise, d'une part, parce qu'ils ne voient plus la finalité, il n'y a plus l'esprit de corps, entre guillemets, qui pouvait exister et qui faisait qu'on faisait du bon travail. Maintenant, les gens ne savent plus pour qui ils vont travailler. Demain, avec la concurrence, même pour les clients domestiques, on va travailler pour quelle entreprise, pour quel capital ? Quel va être l'intérêt des agents d'aller faire du bon travail ? Il n'y en aura plus. Ils ne sauront même plus par qui ils sont payés, ni pourquoi ils font ce travail-là. Donc, désespérés, oui, il y en a de plus en plus. Et j'ai peur qu'il y en ait un très grand nombre un jour ou l'autre.
Et la première des choses qui en subira les conséquences, ça sera la qualité du service public en général. Par la privatisation de nos entreprises, il y aura forcément une régression sociale, puisque qui va être frappé de plein fouet par toute cette déréglementation, ça sera forcément les ménages les plus pauvres, les démunis, qui n'auront pas forcément les moyens éventuellement de payer les interventions. Donc c'est vrai que toute cette population-là sera touchée de plein fouet. Donc c'est vraiment une vraie régression sociale. La casse de nos entreprises et du service public, à mon avis, là, depuis quelque temps, a pris une autre tournure, puisque j'ai de nombreux camarades qui maintenant ont honte d'être agents EDF. Donc ils ont honte, pourquoi? Ils se font alpaguer, entre guillemets, par leurs voisins, par leurs bouchers, par leurs commerçants, parce que le boucher, le commerçant a été coupé 2-3 heures, il ne peut joindre plus personne au téléphone, donc on ne sait plus où appeler. En interne, moi je ne sais même pas comment conseiller quelqu'un et lui donner un numéro de téléphone. Donc c'est toute cette partie-là. Donc finalement les agents, ils n'ont plus envie d'être assimilés à un agent EDF, ils n'ont plus envie de montrer leur bleu. On en arrive à une certaine honte et ça c'est très très grave, moi je n'avais jamais connu ça. Moi je suis rentré à EDF, j'étais fier de pouvoir avoir ces logos EDF et GDF, puisque justement ces notions de service public, ça voulait encore dire quelque chose. Et bien maintenant, ça va être la course aux résultats, c'est-à-dire on aura plus une démarche commerciale, ce sera plus la notion du service, ça sera la notion de résultat. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur, puisque maintenant on sera certainement noté, jugé. C'est la compétition pour savoir qui va être le meilleur. Et ben oui, ça fait peur, parce que justement cette solidarité qui existe encore chez les agents peut disparaître quand on va mettre en place cette notion de compétition entre agents. L'électricité, le gaz, mais aussi les télécommunications, les transports, la poste. Dans tous les secteurs, la culture de service public est aujourd'hui menacée d'éradication. La poste est un service public, on l'assure au maximum. Bon, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. La poste, c'est vrai, a changé un petit peu. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, si on était privatisé et qu'on était racheté par on sait jamais, par une grosse boîte, la Hollande, etc. Là, c'est sûr que ça pourrait changer complètement d'orientation. À ce moment-là, je vous verrais bien, chacun une boîte postale et puis chacun irait chercher son courrier au bureau de poste. Ou alors les gens qui habitent un petit peu en retrait, bon, c'est sûr qu'ils n'auraient plus leur courrier du tout. Là, c'est sûr que ça évoluerait dans le sens la recherche du profit, etc. Ça n'aurait plus rien à voir avec aujourd'hui. La difficulté de rentabilité de notre travail, on a peur qu'il y ait un retrait petit à petit, progressif, un glissement vers les agences postales communales, par exemple. Il y a du positif parce que la poste restera présente, mais en même temps, le service risque d'être réduit. Et on le voit déjà avec nos concurrents pour la messagerie, qui ne desservent pas les communes du plateau ardéchois. Laissent leurs colis, par exemple, au chef-lieu de canton. Si la poste faisait ça, ce serait un scandale. Mais si la concurrence le fait, on trouve ça naturel. C'est-à-dire qu'on est concurrencé uniquement sur ce qui est rentable. Donc n'étant plus service public, on a encore une mission de service public, heureusement. Mais c'est quand même une régression par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Je suis attaché aux valeurs du service public parce que j'ai commencé à travailler dans un service public. Là, on a une qualité relationnelle avec les usagers ou clients, comme on dit maintenant, que l'on dessert dans les campagnes, qui souvent ne voient que le facteur ou l'infirmière qui vient apporter les soins. Et je trouve ça extrêmement important. Moi, je serais malheureux si j'étais un simple distributeur de papier. On a un rôle relationnel, social incontestable. Et puis, moi, les gens que je dessert me le font sentir. Ils sont heureux de me voir et moi, j'aime aussi ce travail et ce contact. On perçoit chez les usagers et clients une inquiétude vis-à-vis de la disparition du service public. Derrière moi, vous voyez la commune de Boré. La commune de Boré, qui est la plus haute commune d'Ardèche, puisque le Mont Mézin est son point culminant. Cette commune, au XIXe siècle, début XIXe siècle, avait plus de 2000 habitants. Aujourd'hui, à peine 150.
Donc on se rend compte de la démographie. Elle est sur presque 3000 hectares, 2900, donc elle est très très importante. Une commune qui vit du rural, une commune rurale qui vit de ses agriculteurs. On est en train de tout recentrer dans des lieux où il y a de la population pour pénaliser les lieux où il y a une moindre population. Doit-on tous être confinés dans une périphérie d'une grande ville? Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. De toute façon, le service public, il est clair. On veut le supprimer, purement et simplement, hors des zones urbaines. Et faire une vraie désertification, mais quand on sait que le service public s'en va, c'est tout qui s'en va. Une vraie désertification du milieu rural. Si on veut un développement économique, il est clair que toute entreprise potentielle, entrepreneur, PME, PMI ou même artisan, la question qu'il va poser, c'est quel service y a-t-il sur la commune? Et quand il dit service, bien sûr, ça comprend le service public. L'éducation, la santé, la poste, le déneigement, et ainsi de suite. Donc c'est son souci, sa préoccupation majeure. Donc si on veut développer, il nous faut une économie, mais si on n'a pas les services publics, on ne peut pas développer cette économie. Donc nous, on se bat pour un développement économique, mais d'un autre côté, les services publics, on nous l'enlève. Donc c'est totalement inconcevable. Alors, on dit oui, mais le milieu rural, on veut l'aider, ainsi de suite. Non, on ne nous aide pas. On nous massacre. En ce moment, nous sommes condamnés. Mais condamnés à disparaître. Condamnés à mourir. Mais nous, on n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de disparaître. On veut rester chez nous. La privatisation, elle tend ses tentacules aussi sur le domaine du voyageur. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des trains dont la fonction, la philosophie même du TER, c'est de faire du trajet domicile-études et domicile-travail. Or, ce n'est pas le cas, hein. Le covoiturage est encore roi dans notre région. Malheureusement, on met des voitures sur les routes parce que les horaires des trains sont adaptés pour les correspondances commerciales, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent prendre le TGV, au lieu d'assurer son rôle social pour mener des enfants à l'école ou des gens au travail. Et ça, c'est une réalité chiffrée. Les conséquences sur le plan écologique de cette politique, qu'elle soit fret ou voyageur, font que nos routes sont de plus en plus encombrées. Nous, on a ce qu'on appelle la D93, qui à l'époque était un axe majeur et qui est devenu dans les livres une pénétrante. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la syntaxe, du vocabulaire, on voit quelle est la manière dont est perçue nos zones rurales. Et chaque Divois vous dira d'ailleurs qu'on n'a jamais vu autant de camions immatriculés TIR, vous savez, TIR, Transport International, que depuis 2 ans, quoi. Ça devient infernal, infernal. C'est un défi de partir de 10 sans se trouver derrière un camion. On se rend compte que la politique qui est menée encourage plus le transport sur route, pour laquelle l'État prend en charge des infrastructures, ce qui n'est pas le cas au chemin de fer, il faut le dire aussi ça, et que donc les sociétés de transport de camions sont les rois du monde. Si vous voulez, ce qui est désolant, c'est qu'à la fois on entend parler de développement durable, et puis finalement on préfère donner le transport de marchandises qui va quand même augmenter de 40% d'ici 2020, hein, à des trafics plus polluants, moins respectueux de l'environnement. Donc il y a ce paradoxe qui, pour des régions comme la nôtre, c'est insensé, quoi. La ville de Die est une ville sous préfecture. Et donc, elle dessert en même temps tout un arrière-pays. Et à ce titre, elle a de nombreux services publics. Depuis l'hôpital, la poste, en passant par EDF, en passant par la SNCF, en passant par l'équipement, etc., etc. Et il y a là un secteur qui fait partie de l'économie sociale. On dirait toujours, pour ces gouvernements, qu'il s'agirait de quelque chose de parasitaire, de quelque chose de lourd à supporter. Mais non, c'est créateur de richesse et c'est créateur d'emplois. 60% de l'emploi salarié est aujourd'hui dans les services publics dans le Diois.
c'est quelque chose d'extrêmement important et qui permet de développer le commerce local, la vie locale, d'offrir des services publics aux entreprises. On voit combien les entreprises ont bougé elles-mêmes, pour un certain nombre, lorsqu'on a supprimé la gare de marchandises pour ce qui concerne la SNCF, mais aussi l'accueil à EDF. Tous les secteurs sont aujourd'hui concernés par cette volonté de destruction de l'État social. Un ministre a déclaré il y a peu de temps « Il faut en finir avec le modèle social français ». C'est toute la question. C'est qu'il faut à la fois mettre en concurrence les biens et les services, mais en même temps les salariés et les individus. Aujourd'hui, le gouvernement, dans une logique de financiarisation de la société, s'appuie sur les forces qui lui sont le plus acquises, celles qui ont justement le capital et qui n'ont pour objectif que de vivre à travers le capital. Dans le même temps, vous avez aujourd'hui ceux qui vivent du travail, ceux qui créent la richesse, ceux qui produisent l'activité économique, et je pense notamment évidemment aux services publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, et les services publics, la répartition de cette richesse jusqu'alors, elle se fait sur l'ensemble du territoire. C'est les salariés qui bénéficient en réalité de leur richesse produite. Dès le moment où vous rentrez des actionnaires dans les services publics, c'est plus le salarié qui bénéficie de la richesse qui est produite, c'est l'actionnaire. Or l'actionnaire aujourd'hui, il est mondial. Ce conflit capital-travail, il est vieux comme le monde, il paraît récent. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a une accentuation forte ces dernières années où le travail produit ne produit pas de la richesse à l'égard de celui qui en est à l'origine, mais produit de la richesse à l'égard de celui qui a le capital. Et donc c'est comment on arrive à réorienter le système, de manière à faire en sorte que, moi je ne suis pas un anticapitaliste primaire, c'est-à-dire que je considère qu'avoir des actions, ce n'est pas pour moi un principe illégal en soi, mais il faut qu'il y ait une juste répartition. Or aujourd'hui, la répartition se fait essentiellement au profit du capital et pas suffisamment du travail, donc on est dans une logique de conflit qui n'a jamais été aussi fort, sur lequel il faut qu'il y ait des rééquilibrages justes. À EDF et GDF, ils sont de plus en plus nombreux à s'insurger aussi contre cette logique économique mortifère. Aujourd'hui, on est dans une situation où les pouvoirs publics, le gouvernement, les politiques, les patronats veulent transformer le service public qui était EDF et GDF en des entreprises privées dont le seul objectif est des rentabilités financières à court terme qui rapportent. On sent bien que le secteur de l'énergie, le marché de l'énergie est quelque chose qui peut rapporter, donc on transforme ce service public. Les enjeux qui nous sont posés sont effectivement très importants et il y a un rapport de force qui se crée avec la nouvelle direction où on a des agents qui sont toujours basés sur la notion de service public, qui défendent leur métier, leur travail, et avec une direction qui privatise. Et ce qui fait qu'on est dans des endroits où en fait il y a plus d'espace de discussion, de négociation. Aujourd'hui, nos directions nous imposent des missions de vente d'énergie, mais à n'importe quel prix. Hein, c'est devenu le maître mot, la rentabilité, le profit. Mais nous, est-ce qu'on est là pour uniquement ça? Est-ce qu'on est là pour faire que de l'argent, pour servir l'actionnaire? Est-ce qu'on n'est pas là aussi pour œuvrer à servir la collectivité et à leur faire bénéficier d'une énergie à laquelle je crois? C'est une énergie qui a de l'avenir. Est-ce qu'on n'est pas là pour leur faire bénéficier de ça? Et aujourd'hui, mes collègues et moi, on est indignés face à cette stratégie qu'on nous impose. Et les langues se délient. Et on est en train de réfléchir à comment on peut agir pour contrer effectivement cette stratégie, comment aller à contre-courant de cette obsession de vendre à n'importe quel prix. Face à la non-réponse des directions, le personnel aujourd'hui se sent de plus en plus, je dirais, frustré. Et bien que les organisations syndicales, on les appelle à des actions, à des délégations, à des manifestations, y compris à des actions avec des interventions sur l'outil de travail, on se rend compte que les directions ne veulent pas bouger et face à cette montée du mécontentement, elles utilisent des outils répressifs de plus en plus forts et là, le personnel vit très mal cette situation. Face à cette absence d'écoute que nous avons de la part de notre direction et de nos managers, il y a plusieurs façons d'entrevoir les choses. On peut regarder le bout de ses chaussures, mais aussi on peut ne plus s'exprimer et sentir la violence monter au sein des équipes de travail. Des actions violentes peuvent être entrevues dans les prochains mois
il est possible que des choses arrivent et que ça explose. Ils sont en colère, les gens sont de plus en plus en colère. Et ils sont prêts, certains sont prêts des fois à rentrer dedans et sont prêts à rentrer dans l'illégalité pour qu'on puisse les écouter un jour ou l'autre. Il est sûr que face à la surdité des directions, il y a quelques collègues qui pourraient être tentés par des actes qu'on pourrait dire répréhensifs. Je crains plutôt l'entreprise extérieure. L'agent d'entreprise extérieure qui est là et qui fasse bien ou mal son travail, qui sait que dans 3 semaines il sera mis à la porte, qu'il sera éjecté, qui ne pourra peut-être même pas aller pointer à NPE parce que ces contrats ne sont même pas en règle. C'est des contrats où l'inspecteur du travail devrait mettre le nez, mais il n'y en a pas assez d'inspecteurs. Les gonzes, ils en ont plein le cul, comme on dit vulgairement. Partant de là, ils sont prêts à tout. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos directions portent plainte auprès de la justice pour des incivilités dans nos installations. Alors, une incivilité dans un vestiaire, c'est pas normal. Mais une incivilité où il y a de la dégradation importante de matériel dans des installations nucléaires, ça peut nous mener où ? Je ne souhaite pas à l'accident, mais ça peut nous mener à des conséquences assez fâcheuses pour les uns et pour les autres. Pour arrêter ce processus de privatisation, notamment dans le nucléaire, on dispose de moyens qui sont les interventions dans les organismes paritaires, mais surtout la mise en route de tous les travailleurs à travers des mouvements sociaux qui ne sont pas toujours plaisants à faire, mais c'est la grève. Nous avons peur que l'autisme des directions, que leur non-écoute, que le fait d'être dans leur bulle, effectivement pousse des salariés à des débordements. On l'entend tous les jours, hein, des agents n'en peuvent plus. Bon nombre d'agents sont sous antidépresseurs, sous médicaments. Alors certains refusent de participer à la vie de l'entreprise. Leur seul souci de vite partir de l'entreprise en espérant une retraite anticipée. Et puis il y a tous ceux qui ne peuvent pas espérer ça et qui ne se retrouvent plus. Donc nous avons effectivement peur de gestes désespérés dans cette période. Actuellement, nous sommes confrontés à ce que nous appelons un management par la peur. Pression, harcèlement au quotidien, difficulté de s'exprimer dans l'entreprise. Donc nous considérons, nous, que chaque fois qu'un agent est en capacité de prendre la parole, de s'exprimer, de distribuer un tract, de l'écrire, de faire un courrier, de discuter avec les collègues de travail, de participer à des manifestations, y compris de se syndiquer, d'être acteur et militant dans ce syndicat, pour nous, considérons que ce sont des actes de résistance. Les salariés qui aujourd'hui luttent contre la privatisation de leur entreprise s'inscrivent plus largement dans un mouvement de contestation qu'on voit poindre dans toute une partie de la société française, qui est prête à utiliser à la fois des méthodes plus innovantes, mais aussi plus radicales pour défendre des idées que cette frange du salariat considère comme absolument fondamentales et qui, lorsqu'elles sont remises en cause, ne remettent pas simplement en cause l'entreprise, mais remettent en cause le lien social dans son ensemble. Et je crois que c'est en grande partie contre cela que se dressent ces salariés d'EDF, GDF et d'autres également. Les démolisseurs et leurs porte-parole tentent de parer de toutes les vertus la mise à l'encan des grands services publics. Ce serait, selon eux, un modèle de bon sens et de modernité, la fin d'une anomalie contre nature. Mais ils parviennent de plus en plus difficilement à masquer leurs vraies intentions, libérer la course au profit sans entrave, soumettre le pays sans partage aux intérêts privés, briser irrémédiablement les solidarités citoyennes. Face à une telle menace, c'est l'heure de vérité. À nouveau, il va falloir choisir son camp. Le courage ou la soumission, le renoncement ou la résistance.